Bon, allez, on commence. Alors, je remonte. Vous me dites si quand je fais défiler le document, vous le voyez bien défiler. C'est bon? Quand je remonte vers le haut de la page, ça remonte chez vous ou pas? Quelqu'un peut me répondre? Ça remonte. Ça remonte? Oui, oui. Ah, d'accord, ok. Bon, alors, on en était à l'exercice 13. Alors, je vous rappelle qu'on avait à calculer, on avait trois charges, Q1, Q2, Q3, qui étaient au point A, B et C sur les axes OX et OY. Alors, le point B se trouve dans le plan X, O, Y, le point A sur l'axe OY et le point C se trouve sur l'axe X. Alors, on avait calculé, en appliquant le principe de superposition, on avait calculé le potentiel au point O. Ensuite, on a calculé le champ électrique au point O. On nous demandait les deux composantes EX et EY. Donc, on les avait calculées. Et on en a déduit le champ électrique au point O, avec ces deux composantes EX et EY. Alors, question 4. On avait cherché le moment du couple de force appliqué au dipôle. Alors, je vous avais représenté les forces, le couple de forces, donc la force qui s'exerce sur la charge positive que j'ai appelée F+, et la force exercée sur la charge négative que j'ai appelée F-. Et donc, on avait un couple de forces qui avait tendance à faire tourner le dipôle de manière à le ramener aligné avec la direction du champ, c'est-à-dire de manière à ce que le vecteur moment dipolaire électrique P soit dans la même direction et le même sens que le vecteur champ électrique. Alors, on avait calculé le moment du couple de force, on avait trouvé que le produit vectoriel PE, ça donnait un vecteur qui est perpendiculaire au plan X, Y, un vecteur qui est dans le sens du vecteur K, puisqu'on a trouvé un résultat positif. Et le module de ce moment du couple, c'était 1,16 10-7. Alors, l'unité du moment du couple de force, c'est le newton multiplié par le mètre. Voilà, je crois qu'on s'était arrêté là la dernière fois. Je vous avais montré une autre façon de calculer ce moment du couple en écrivant la direction de taux, le sens de taux et le module de taux. Je vous avais montré ça la dernière fois. Oui ou non? Oui? D'accord. Alors, donc, je vais regarder comment vous êtes maintenant. Bon, 21, on peut continuer. Alors, la question 2, je vais vous lire la question 1. Alors, la question petit b, c'était représenter le dipôle dans sa position d'équilibre stable et justifier cet état. Alors, je vous rappelle que la position d'équilibre stable, c'est quand le dipôle est aligné avec le champ. Alors, je peux vous remontrer un autre document. On va faire une petite révision sur le dipôle. Alors, on va voir les positions d'équilibre. Est-ce que c'était là? Voilà. Donc, je reviens à la page précédente. Voilà. Alors, on avait, vous avez certainement fait ça en cours, hein. Voilà un dipôle qui est dans une position quelconque. Alors, le champ est en violet. Vous voyez que le champ est horizontal et orienté vers la droite. Et j'ai mis mon dipôle dans une position telle que le vecteur P fait un angle θ avec le vecteur E. D'accord? Alors, sur le dessin de droite, vous voyez que le dipôle a été placé dans l'autre position, c'est-à-dire que à gauche, vous avez la charge moins Q qui est à gauche, en bas, et la charge plus Q qui est à droite, en haut. Et sur le schéma de droite, vous avez l'inverse. Vous avez la charge moins Q qui est en haut à droite et la charge plus Q qui est en bas
à gauche. D'accord? Donc, quand vous mettez ce dipôle disposé de la façon de la figure de gauche ou de la façon de la figure de droite, quelle que soit la position dans laquelle vous mettez ce dipôle, dès qu'il est dans le champ électrique, eh bien, il va avoir tendance à tourner de manière à ce que le vecteur P s'aligne avec le vecteur E. Alors, pourquoi dans ce sens? Eh bien, vous voyez bien que sur la charge plus Q, il y a une force F qui le tire vers la droite. Sur la charge moins Q, il y a une force moins F qui le tire vers la gauche. Et ces deux forces qui sont contradictoires, mais qui sont pas alignées, qui sont pas sur la même ligne d'action, eh bien, leur effet, ça va être, c'est ce qu'on appelle un couple de forces. Leur effet, c'est de faire tourner le dipôle. Alors, vous voyez, j'ai dessiné les sens de la rotation pour la configuration de gauche et pour la configuration de droite. À droite, vous voyez bien que la force moins F va le tirer vers la gauche, la force plus F va le tirer vers la droite, le dipôle étant quelque chose de rigide, les charges ne peuvent pas se séparer, l'action de ces forces, ça va être de faire tourner le dipôle. Alors, si on regarde maintenant ce que c'est que le moment du couple de forces, eh bien, comme il y a deux forces, le moment du couple de forces, vous regardez les équations. Hein. Attendez, Voilà, j'en suis ici. Hein. Vous voyez, est-ce que tout le monde voit le cadre rouge? C'est bon? J'entends personne. Vous suivez ou pas? Je suis. Ah, d'accord. Je suis. Alors, Madame. on en est au moment du couple de force. Vous voyez que le moment du couple de force, eh bien, ça va être la somme des moments de chacune des forces. Donc, ça va être le vecteur qui va du centre de rotation. Le centre de rotation du dipôle, c'est le milieu du dipôle, c'est le point O. Alors, B, c'est le point d'application de la force F. Alors, je vais remonter ici. Vous voyez bien que la force F, son point d'application, c'est le vecteur B, et que la force moins F, son point d'application, c'est le vecteur A. Dans les deux figures, hein, à gauche et à droite. Alors, je redescends donc à mon moment du couple de forces qui va être la somme des moments des forces. Et le résultat, vous avez fait ce développement-là en cours. Le résultat, c'est que quand on fait la somme de ces deux moments des deux forces, eh bien, on trouve le produit vectoriel de B par E, de P par E. Alors, ce vecteur taux, qui est le résultat d'un produit vectoriel, il va avoir pour direction la perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs P et E. Comme mes deux vecteurs P et E ici se trouvent dans le plan OX, OY, eh bien, ça veut dire que la direction de ce moment du couple de force, elle va être suivant l'axe Z. Alors maintenant, le sens, eh bien, ça va être celui qui est donné par la règle de la main droite. Alors, la règle de la main droite, on en a parlé la dernière fois, elle s'applique comme ça, la règle de la main droite. Avec la main droite, on prend la direction du premier vecteur du produit, on ferme la main pour avoir la direction et le sens du deuxième vecteur du produit, et le pouce vous donne la direction et le sens du produit vectoriel. Donc, direction perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs, sens, celui qui est donné par la règle de la main droite, et module, eh bien, c'est le module de P par le module de E par le sinus de l'angle θ. Alors, il se trouve que ce moment du couple de force, eh bien, quand vous regardez son module, vous voyez bien que son module, il peut être nul dans certains cas. Alors, quels sont les cas dans lesquels ce module va être nul? Eh bien, ça sera les angles pour lesquels, ce sera toutes les situations où le sinus θ va être égal à 0. Alors, en particulier, ça va être quand θ égale 0, sinus égale 0, et quand θ égale à plus ou moins pi,
le sinus est également égal à 0. Alors, voici donc mes deux positions d'équilibre qui sont les positions pour lesquelles tau est égal à 0, donc θ égale 0. Alors, quand je dis θ égale 0, ça veut dire que l'angle qu'il y a entre P et E, regardez bien comment sont orientés P et E, ben vous voyez bien que P est horizontal vers la droite et que E est horizontal vers la droite. Donc, l'angle qu'il y a entre les deux est égal à 0. Alors, on appelle ça une position d'équilibre. Quand vous regardez les forces, oui, est-ce que je vous ai envoyé ce PDF? Alors, je vous ai pas envoyé ce PDF parce que c'est pas moi qui vous fais le cours. En principe, votre prof de cours vous en a envoyé un. Est-ce que c'est le cas ou pas? La personne qui m'a posé la question, vous pouvez me répondre? Alors, Fadia Djouedj, est-ce que vous avez un PDF sur le cours du dipôle électrique? Alors, vous n'arrivez pas à suivre. Pourquoi? Ah, celui-là, non, ben c'est sûr, celui-là, c'est le mien. J'imagine que votre prof en a fait un et qu'elle vous l'a envoyé. Chacun envoie son cours, hein. C'est pas le même cours pour, c'est pas il n'y a pas un cours pour toutes les sections. Chaque enseignant fait son propre cours et l'envoie à ses étudiants. Mais si ça vous intéresse, je peux vous l'envoyer. D'accord. Ok, je vous l'envoie. D'accord, je note. Je vous l'enverrai. Tout le monde le veut ou c'est juste Fadia Djouadj qui le veut? D'accord. Ok. Ok, d'accord. Alors, donc, on en était à la position d'équilibre. Alors, on a dit que première position d'équilibre, les deux façons d'avoir le moment du couple de force qui a un module égal à 0, c'est soit θ égale 0, soit θ égale plus ou moins pi. Donc, θ égale 0, ben, ça veut dire que l'angle qu'il y a entre P et E est égal à 0, d'accord? Alors, on sait déjà que c'est une position d'équilibre. On va juste regarder, est-ce que c'est une position d'équilibre stable ou instable? Comment est-ce qu'on peut savoir si c'est une position d'équilibre stable? Eh bien, on décale légèrement le dipôle, c'est-à-dire qu'on lui fait quitter cette position. Et s'il a tendance à y revenir, ça veut dire que c'est une position d'équilibre stable. Alors, on essaye. Vous regardez la position du dipôle en pointillé qui est en gris. C'est bon, tout le monde voit ça. Je vais vous montrer où est-ce qu'il faut regarder. Hein. Alors, bon, j'ai plus accès. Bon, je suis désolée, j'ai plus accès à la barre d'outils pour pouvoir vous montrer pour pouvoir pointer, mettre le cadre comme tout à l'heure pour vous montrer ce que je suis en train de vous montrer. Bon, alors, je suis donc, ok, c'est pas grave. Alors, vous regardez la figure de gauche, d'accord? Je vais redescendre pour pas que vous soyez perturbé par l'autre figure. Voilà. Donc, j'ai mon dipôle qui a son moment dipolaire électrique P qui est parallèle à E, c'est-à-dire que taux égale 0, les deux forces F et moins F sont alignées et je peux dire que je suis dans une position d'équilibre puisque taux égale 0. Alors, la question est-ce que c'est une position d'équilibre stable ou instable? Alors, j'écarte légèrement le dipôle de cette position, c'est-à-dire que je le mets
dans la position que vous voyez en gris, en pointillé. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va lui arriver, le dipôle, si vous le mettez dans cette situation? Eh bien, il va avoir tendance à tourner dans le sens de la flèche, là où j'ai écrit sens de la rotation. Donc, il va revenir à cette position. Alors, ça veut dire que c'est une position d'équilibre stable. C'est ça la définition d'une position d'équilibre stable. C'est quand vous essayez de la quitter, eh bien l'objet va y revenir. Ici, notre objet, c'est le dipôle. Alors, on regarde dans l'autre sens. Si on l'écarte dans l'autre sens, regardez la figure de droite, vous regardez la position du dipôle en gris, en pointillé. Si je le mets dans cette position, eh ben, il va tourner dans l'autre sens et il va revenir à la position d'équilibre. Donc, c'est bien une position d'équilibre stable. Alors, on va regarder maintenant l'autre position d'équilibre. Alors, l'autre position d'équilibre, c'est quand le vecteur P et le vecteur E sont de sens opposés. C'est-à-dire que l'angle qu'il y a entre les deux est égal à soit pi, soit moins pi. À ce moment-là, eh bien, on dit que c'est une position d'équilibre instable. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que si j'écarte le dipôle de cette position, regardez bien, la figure de gauche, vous regardez la nouvelle orientation du dipôle qui est en gris, et bien vous voyez bien que les deux forces vont avoir tendance à faire tourner le dipôle de manière à le ramener dans l'autre position d'équilibre. C'est-à-dire que si vous quittez cette position où P est de sens opposé à E, eh bien le résultat, ça va être de faire tourner le dipôle pour le ramener à l'autre position, celle où le vecteur P a le même sens que P. Ça veut dire que vous quittez la position d'équilibre. Donc, c'est une position d'équilibre instable. Alors, si vous regardez la figure de droite, ben, j'ai écarté le dipôle dans l'autre sens de cette position d'équilibre pour voir si elle est stable ou instable. Eh bien, le résultat, c'est que vous voyez bien que le couple de force va avoir tendance, vous regardez la figure en pointillé gris, hein, le résultat de ce couple de force, ça va être de faire tourner le dipôle dans le sens de la flèche, du sens de la rotation, et vous voyez que le dipôle ne revient pas à cette position d'équilibre. Voilà ce que c'est que les positions d'équilibre stable et instable. Stable, c'est quand le dipôle revient à la position si vous essayez de l'enlever de cette position, alors que la position d'équilibre instable, c'est quand le dipôle, dès que vous le bougez un peu de cette position, eh ben, il part vers l'autre position, il ne revient pas à cette position. Est-ce que c'est bien clair, ces histoires de position d'équilibre stable et instable? Ça va? Alors, l'énergie potentielle du dipôle, puisqu'on est dans le cours, ben on va continuer. L'énergie potentielle d'un dipôle, vous avez vu que c'était moins le produit scalaire PE. Et quand on regarde les valeurs particulières, eh bien, θ égale 0, qui est la position d'équilibre stable, c'est-à-dire quand P est de même sens, de même direction et de même sens que le vecteur E, eh bien, on a une énergie potentielle qui vaut, quelqu'un a oublié de désactiver son micro, j'entends des bruits. Vous fermez vos micros, s'il vous plaît. Alors, donc, pour la position d'équilibre stable qui est θ égale 0, ben vous voyez que l'énergie potentielle, c'est là qu'elle a la valeur minimale, alors que quand θ est égal à plus ou moins pi, l'énergie potentielle a sa valeur maximale. Alors, ça nous permet d'avoir une autre façon de trouver les positions d'équilibre stable et instable. C'est que quand l'énergie potentielle est minimale, on est dans la position d'équilibre stable, et quand elle est maximale, elle est dans la position, le dipôle est dans la position d'équilibre instable. Voilà. Alors, on revient à notre exercice. Voilà, on en était là. Alors, on vous a dit de dessiner
représenter le dipôle dans sa position, on en est à la question 4 petit b, hein. Représenter le dipôle dans sa position finale d'équilibre stable. Alors vous avez bien vu, quand on regarde la figure du haut, celle où on a représenté le moment du couple de forces tau avec les deux forces F plus et F moins, vous voyez bien que ce couple de forces a tendance à faire tourner le dipôle pour ramener le vecteur P parallèlement au vecteur E. Alors voilà le dipôle dans sa position d'équilibre stable. Alors on vous demande de justifier. Alors pourquoi est-ce que c'est ça la position d'équilibre stable? Eh bien on vient d'en parler, c'est que si vous essayez d'écarter le dipôle de cette position, eh bien il va y revenir parce que le couple de forces va recommencer à exister et il va ramener le dipôle à cette position. Sérieux, sérieux. Imaginez. C'est bientôt fini là. Alors, petit c, calculer la variation d'énergie potentielle du dipôle lorsqu'il passe de sa position initiale. Alors, sa position initiale, c'était quand il était perpendiculaire à E0, à sa position finale, à la position finale, c'est-à-dire la position où il est parallèle et dans le même sens que le champ. Eh bien, on écrit que la variation d'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle finale du dipôle moins l'énergie potentielle initiale du dipôle. Alors, sachant que l'énergie potentielle, c'est moins le produit scalaire PE, eh bien, on va écrire ce produit scalaire dans la première situation, on va l'écrire dans la deuxième situation, et on regarde ce que ça donne. Alors, l'énergie potentielle finale, donc c'est moins le produit scalaire PE0 dans la position finale, c'est-à-dire que c'est moins le module de P par le module de E0 par le cosinus de 0, puisque dans la position finale, P et E font un angle égal à 0. D'accord? Alors, moins l'énergie potentielle initiale, cette énergie potentielle initiale, eh bien, c'est moins le produit scalaire PE0 dans la situation initiale. Dans la situation initiale, eh bien, les deux vecteurs étaient perpendiculaires. Donc, on va mettre moins PE0, c'est-à-dire plus le produit scalaire PE0, et on écrit que ce produit scalaire dans la position initiale, c'est le module de P par le module de E0 par le cosinus de l'angle qu'il y a entre P et E0 dans la situation initiale. Dans la situation initiale, je vous rappelle que P est perpendiculaire à E0, donc c'est pi sur 2. Alors ensuite, eh bien, on a le deuxième terme, donc PE0 cosinus pi sur 2 qui vaut 0. Et il nous reste juste le terme, le premier terme, c'est-à-dire l'énergie potentielle finale, qui est moins module de P, module de E0, cosinus 0. C'est-à-dire moins module de P par module de E0. Alors bon, on a tout ce qu'il faut. On nous a donné dans l'énoncé Px et Py, c'est moins 10 à la puissance moins 10 et plus 10 à la puissance moins 10. Et les composantes du vecteur E0, ben Ex et Y, c'était l'objet de la deuxième question. C'est bon? Alors, je vous laisse vérifier les calculs. Donc, il faut calculer le module de P, le module de E0, faire le produit et ne pas oublier le signe moins puisque l'énergie potentielle, ben, c'était moins le produit scalaire, l'énergie potentielle finale, c'était moins le produit scalaire P E0. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est bon? On peut passer à l'exercice suivant. D'accord. Alors, exercice suivant, on va aller à la page
à la page suivante. Alors l'exercice suivant, est-ce que vous pouvez me dire jusqu'à quelle page je vous ai donné la série numéro 2? Est-ce que je suis allée jusqu'à la page 8 ou je me suis arrêtée à la page 6? Quelqu'un me répond? Je vous ai donné jusqu'à la page 8, d'accord. Très bien. Ok, merci. Merci. Alors, j'ai pas besoin de vous la renvoyer par mail. Alors, l'exercice 14. Alors, on place au point O un dipôle de moment dipolaire P. Le potentiel créé par ce dipôle au point M situé à grande distance est donné par l'expression suivante. V de R égale Kp cosinus θ sur R carré. Alors, première question, établir l'expression des composantes radiales ER et transversales Eθ du champ électrique E créé par le dipôle au point M. Alors, donc, première question, eh bien, on va utiliser notre donnée qui est le potentiel qui vaut Kp cosinus θ et on va utiliser ce résultat pour en déduire les composantes du champ. Alors, vous avez remarqué que le dipôle électrique, eh bien, il est repéré quand on cherche le champ produit par un dipôle, eh bien, le point M où on cherche le champ, vous avez remarqué qu'il était repéré par ses coordonnées polaires qui sont R et θ. D'accord? Alors, je vais aller je vais vous remettre l'énoncé pour que vous voyez. Oh ben, j'ai oublié de la télécharger, je vais la chercher. Alors, allez à la page 6. Alors, voilà donc. Des musiciens. Fermez vos micros. Ils atteignent des musiciens en Angleterre. لما لازم يكون تاكتيوني. Bon. C'est bientôt fini là. Vous avez des camarades qui ont envie de travailler. ندير جروب ونبدا نلعب لي كونسير. Bon, alors, nous sommes le 22 avril, en plein confinement, on fait des cours à distance. Il y a un étudiant des groupes MI8, 2 et 4, que ça n'intéresse pas d'étudier et qui vient perturber ses camarades. Eh bien, bravo, monsieur. Alors, je reviens donc à mon énoncé. Voilà l'expression du potentiel qu'on vous donne dans l'énoncé. Donc, c'est Kp cosinus θ sur R carré. Oui, vos camarades ont déjà répondu, Kissoum. Je sais que je vous ai donné jusqu'à la page 8. Alors, on vous demande d'établir l'expression des deux composantes ER et Eθ du champ électrique. Alors, je reviens. Alors,
on va utiliser, puisqu'on part du champ pour en arriver, on part du potentiel, pardon, pour en arriver au champ, eh bien, on va devoir utiliser la relation qu'il y a entre le champ et le potentiel, qui est E égale moins gradient de V, ou encore dV égale à moins EdL. Alors, je pense que vous avez fait la démonstration que ER, c'est moins la dérivée partielle de V par rapport à R, et que Eθ, c'est moins 1 sur R multiplié par la dérivée partielle de V par rapport à θ. Est-ce que ça c'est clair ou vous voulez qu'on regarde les cours? C'est bon? Je passe à la suite. C'est pas clair, c'est ça? Oui, Yasmine Hirash, j'ai pas compris. Le nom, il veut dire quoi? Que je peux passer à la suite? Ou que vous voulez voir le détail? D'accord, ok. Alors, on va regarder d'où ça vient, ces deux expressions. Voilà. Donc, on va partir de E égale moins gradient de V, ou encore de la relation, ce qui est parfaitement équivalent, dV égale à moins le produit scalaire EdL. Vous avez vu, dès qu'on a commencé à faire de l'électricité, qu'on a parlé de champ et de potentiel, vous avez vu que ces deux grandeurs étaient liées par cette équation, le champ étant une grandeur vectorielle, le potentiel une grandeur scalaire, l'opérateur gradient est quelque chose qui permet de passer d'une grandeur scalaire à la transformer en grandeur vectorielle. D'accord ? Alors, je vais écrire chacun de ces vecteurs. Quand on écrit un produit scalaire, je vous rappelle qu'il y a deux façons d'écrire le produit scalaire. Soit on écrit que c'est le module de E par le module de dl par le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Soit on écrit que dv, c'est moins, alors ici, mon produit scalaire EdL, eh bien ça va être la somme des produits des composantes. Alors ici, comme vous avez remarqué que le vecteur, que le potentiel électrique était écrit en fonction des deux coordonnées polaires R et θ, puisque j'ai Kp cosinus θ sur R carré, R étant la distance entre le point O où se trouve le dipôle et le point M où on cherche le champ, d'accord? Et θ étant l'angle qu'il y a entre la droite OM, le segment OM, et l'orientation du dipôle. Donc, j'écris chacun des vecteurs de ce produit vectoriel, je vais les écrire en fonction de leur composante polaire. Donc, je vais avoir, très bien, alors E qui va avoir une composante ER et une composante Eθ. Donc, j'écris ça avec les vecteurs unitaires UR et Uθ. Donc, le vecteur E, c'est ER, UR, plus Eθ, Uθ. dl, ça va être la composante dlr qui sera dr, ur, et la composante suivant l'axe transversal, ça sera r dθ, uθ. Alors, c'est peut-être pas très clair pour vous, on va revenir à ce qu'on avait vu en mécanique quand on a défini la vitesse en coordonnées polaires. Est-ce que vous vous rappelez la formule des composantes de la vitesse en coordonnées polaires? On avait trouvé que c'était dr sur dt ur plus r dθ sur dt uθ. Or, la vitesse, je vous rappelle que c'est un déplacement, la vitesse instantanée, c'est un déplacement élémentaire, c'est un dl, un vecteur dl, divisé par un intervalle de temps qui est très très petit, qui est dt. Donc, si vous voulez écrire dl, ça revient à écrire que c'est le produit v par dt. Ce qui fait que dl, eh bien, vous multipliez tout ça par dt, ça vous donne dl égale dr ur plus r dθ uθ. C'est bon? Alors, je reviens à mon produit scalaire. J'ai donc mon vecteur E qui a ses deux composantes polaires, mon vecteur dl qui a ses deux composantes polaires, et je vais
faire les produits et les additionner. Donc dV, qui est égal à moins ce produit scalaire, ce sera ER dr moins ER dr. Et l'autre produit, le deuxième produit, ça sera Eθ multiplié par R dθ. Donc j'ai dV égale à moins ER dr moins Eθ R dθ. D'un autre côté, dV, comme V est une fonction à deux variables qui sont R et θ, je vais pouvoir écrire la différentielle de la fonction V comme étant la dérivée partielle par rapport à R dr plus la dérivée partielle par rapport à θ dθ. Alors ça, c'est une définition mathématique de ce que c'est qu'une différentielle totale d'une fonction à plusieurs variables. Alors maintenant qu'on a écrit dV de deux façons différentes, d'accord? On a écrit d'abord que c'était moins ER dr moins Eθ R dθ. Et la deuxième façon, c'était la dérivée partielle de V par rapport à R dr, plus la dérivée partielle de V par rapport à θ dθ. Eh bien, il suffit d'identifier les termes en dr, on va dire qu'ils sont égaux, et les termes en dθ, on va dire qu'ils sont égaux aussi. C'est bon? Ce qui fait que moins ER va être égal à la dérivée partielle de V par rapport à R. Donc, ça donne ER égale moins dérivée partielle de V par rapport à R. Et je vais avoir moins Eθ R qui va être égal à la dérivée partielle de V par rapport à θ, ce qui me donne Eθ égale à moins 1 sur R, dérivée partielle de V par rapport à θ. C'est bon? Alors, puisque V est égal à Kp cosinus θ sur R carré, eh bien, on va appliquer ces résultats à cette fonction Kp cosinus θ sur R carré. Alors, la dérivée partielle de V par rapport à R. Dérivée partielle, ça veut dire que je fais comme si θ ne variait pas et je ne dérive que par rapport à R. Ça va? Donc, ça va me faire Kp cosinus θ dérivé de 1 sur R carré, c'est-à-dire moins 2 sur R3. Et comme j'avais un signe moins ici, ben je vais obtenir un signe plus. Donc, ER, c'est 2Kp cosinus θ sur R3. Eθ, on a dit que c'était moins 1 sur R, dérivée partielle de V par rapport à θ. Alors, cette fois, je calcule une dérivée partielle par rapport à θ, c'est-à-dire que je fais comme si R était constant et je ne dérive que par rapport à θ. Donc, ça me donne Kp sur R carré, d'accord? Alors, pardon, c'est moins 1 sur R, Kp sur R carré, donc déjà ça fait moins Kp sur R à la puissance 3, multiplié par la dérivée de cosinus θ par rapport à θ, c'est-à-dire moins sinus θ. Avec les deux signes moins, eh ben, j'obtiens Eθ égale Kp sinus θ sur R3. Est-ce que c'est clair? Si vous voulez que j'ajoute ce document à celui du cours sur le dipôle, vous me le dites. Oui, madame, s'il vous plaît. D'accord, ok. Ok. Alors, je reviens à notre TD. Bon. Alors, on vient de démontrer donc l'objet de cette question, c'était de vous pousser à redémontrer que partant du potentiel Kp cosinus θ sur R carré, eh bien, on obtient ER en dérivant par rapport à R, en calculant la dérivée partielle et en mettant un signe moins devant, trouver que c'est 2 Kp cosinus θ sur R3 et trouver que Eθ, c'est Kp sinus θ sur R3. Voilà. Alors, question 2. Alors, question 2. On place en M1 un dipôle de moment dipolaire P',
faisant un angle alpha avec la direction du dipôle P. Alors, vous voyez bien, le point M1 se trouve sur l'axe Y, d'accord? Et le dipôle, de moment dipolaire P' est orienté de manière à ce que le vecteur P' fait un angle alpha avec, on vous dit, avec la direction de P. Je vous rappelle que P, il est sur l'axe OX et donc il est horizontal. Ça va? Donc alpha, c'est l'angle qu'il y a entre la direction de P et la direction de P'. Donc entre le vecteur P' et la direction horizontale. Ça va, c'est clair ça? Alors, on vous demande de calculer son énergie potentielle quand alpha vaut 30 degrés. Représenter qualitativement le moment du couple de force s'exerçant sur P' et représenter sa position d'équilibre stable et justifiée. Alors, on y va. On va appliquer ce qu'on a vu à l'instant, c'est-à-dire l'énergie potentielle du dipôle P' quand il est au point M1. Alors, on écrit que c'est moins le produit scalaire P'E1. Alors, E1, ici, c'est le champ qui est créé par le dipôle P au point M1. Alors, on va regarder vous regardez là où j'ai écrit en M1, θ1 égale à pi sur 2 radians. On va regarder les composantes de E1. D'accord? Alors, les composantes de E1, eh bien, c'est les composantes qu'on obtient quand on met dans ER et Eθ, θ égale pi sur 2. Alors, on regarde ER. Je vous rappelle que ER, c'est 2kp cosinus θ sur R3. Ça veut dire que je vais avoir 2kp cosinus pi sur 2 sur R3, donc 0. Ça va? Alors, l'autre composante, Eθ au point M1, eh bien, Eθ, je vous rappelle qu'on avait trouvé kp sinus θ sur R3. Donc, ici, on va avoir kp sinus pi sur 2 divisé par R1 à la puissance 3. Donc, au point M1, le champ, il n'a pas de composante radiale et il a une composante transversale qui vaut kp sur R1 au cube. Alors, regardez le dessin. Pour représenter le vecteur E1, eh bien, on a besoin, vous vous rappelez, en mécanique, quand on a utilisé les coordonnées polaires, à chaque fois, on avait besoin de représenter les vecteurs unitaires UR et Uθ. C'est bon, ça vous revient? Alors, le vecteur UR, je vous rappelle qu'il va toujours dans la direction qui va de l'origine vers le point M. Ici, mon point, c'est M1. Donc, UR va être vertical vers le haut. Ça va? Ensuite, le vecteur Uθ, eh ben, on l'obtient à partir de UR en tournant dans le sens trigonométrique, en tournant de pi sur 2. Donc, ici, au point M1, UR est vertical vers le haut et Uθ est horizontal vers la gauche. Tout le monde est d'accord avec les orientations de UR et Uθ? C'est bon? Alors, on y va. On représente notre champ E1 qui va donc avoir uniquement la composante Eθ. Il n'aura pas de composante ER. Et maintenant, eh ben, on va calculer l'énergie potentielle du dipôle P' quand il se trouve au point M1, c'est-à-dire quand il se trouve placé dans le champ E1. Alors, EP1, éteignez vos micros. Éteignez vos micros. Kisum, c'est vous qui parlez.
Alors, en M1, donc je suis en train de chercher l'énergie potentielle du deuxième dipôle qui est P' et qui se trouve placé dans le champ E1. Donc j'écris que c'est moins. C'est bientôt fini là. Qui a laissé son micro ouvert? Alors, EP1 égale à moins le produit scalaire P'E1. Alors, on va écrire le produit scalaire P'E1, c'est-à-dire le module de P' par le module de E1 par le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Alors, regardez bien l'angle qu'il y a entre P' et E1. Alors, P' est incliné vers la droite. Il fait un angle alpha avec l'horizontale. Et E1 est horizontal et vers la gauche. Alors, l'angle qu'il y a entre P' et E1, vous voyez bien que c'est l'angle pi moins alpha. Donc, je vais écrire que EP1, c'est moins le module de P' par le module de E1 par le cosinus de pi moins alpha. Il se trouve que le cosinus de pi moins alpha, c'est moins cosinus alpha. Alors, comme j'avais un signe moins ici, eh bien, je vais me retrouver avec un signe plus. Donc, l'énergie potentielle EP1, c'est module de P' par module de E1 par le cosinus de alpha. Alors, j'écris, je remplace chaque terme par sa valeur. Donc, module de P', eh ben, c'est P'. Module de E1, eh bien, on avait trouvé que c'était Kp sur R1 à la puissance 3. Donc, j'ai Kp sur OM1, le module de OM1 à la puissance 3. Et je rajoute le cosinus alpha. Quand on fait l'application numérique, eh ben, on trouve 1,52 10 moins 45 joules. Est-ce que c'est bon pour cette question en petit a? Alors, on passe à la question petit b. Alors, la question petit b, c'est représenter qualitativement le moment du couple de force s'exerçant sur P'. Alors, le moment du couple de force, eh bien, c'est le produit vectoriel P' par le champ où se trouve ce dipôle P', c'est-à-dire E1, puisque le dipôle se trouve au point M1. Donc, taux, c'est produit vectoriel P' fois E1. Alors, règle de la main droite, on met sa main droite contre l'écran, sur le vecteur P'. On la ferme pour avoir la direction et le sens du vecteur E et le pouce. Si vous faites ça, ben vous allez vous rendre compte que votre pouce est dirigé vers vous. Donc, le vecteur taux, il est perpendiculaire à l'écran et il sort de l'écran. C'est pour ça que j'ai dessiné un rond avec un point au milieu. Ça veut dire que c'est la pointe de la flèche du vecteur. Voilà, donc pour la représentation du vecteur taux. On vous l'a pas demandé, on aurait pu vous demander de calculer ce vecteur, c'est-à-dire calculer, on a tout ce qu'il faut pour le faire, hein, vous auriez pu calculer le produit vectoriel P' fois E1. Alors, représentation du dipôle dans sa position d'équilibre stable. Alors, on a déjà vu tout à l'heure que le dipôle se trouve dans une position d'équilibre stable quand le vecteur P est orienté avec le champ. Eh bien, ici, le champ, il est horizontal vers la gauche. Ça veut dire que le moment dipolaire P', pour que le dipôle soit dans une position d'équilibre stable, il faut que le moment dipolaire P' soit horizontal et vers la gauche. Voilà la position d'équilibre stable. Alors maintenant, comment est-ce qu'on le vérifie? Eh bien, on le vérifie en disant que la position d'équilibre stable, ça correspond
au minimum pour l'énergie potentielle, à la valeur minimale que peut prendre l'énergie potentielle de ce dipôle. Eh bien, on revient au résultat en rouge. Vous regardez l'équation en rouge. Hein, EP1 égale à K, P, P', cosinus alpha, sur module de OM1 à la puissance 3. Pour que cette expression soit minimale, déjà l'énergie potentielle d'un dipôle, vous avez vu qu'elle peut être aussi bien suivant les valeurs du cosinus, c'est une énergie potentielle qui peut être positive ou négative. Donc ici, pour que l'énergie potentielle soit minimale, déjà il faut qu'elle soit négative. Ensuite, il faut que sa valeur en module soit maximale. Alors, ça veut dire pour qu'elle soit négative, eh bien il faut que l'angle alpha, le cosinus d'un angle alpha, vous vous rappelez qu'il est positif si l'angle alpha est inférieur à pi sur 2 et négatif s'il est supérieur à pi sur 2. Donc, ça veut dire que je vais avoir ma position d'équilibre stable qui sera, que j'obtiendrai pour un angle alpha qui est forcément plus grand que pi sur 2 pour que le résultat soit négatif. Maintenant, quelle est la valeur de cet angle alpha? Ben, il se trouve que le maximum que peut prendre le module, la valeur du module du cosinus, eh bien c'est 1. Et ça veut dire que si c'est négatif, eh bien c'est l'angle pi. Donc le cosinus alpha va être minimal pour obtenir une énergie potentielle minimale, c'est-à-dire quand alpha 1 est égal à pi radian. Alors, quand vous remplacez ici l'énergie potentielle en mettant alpha égale pi, eh bien vous obtenez moins K, P, P' sur le module de OM1 à la puissance 3. Et si vous regardez votre dipôle, eh bien, je vous rappelle que l'angle alpha, c'est l'angle qu'il y a entre la direction horizontale, la direction du vecteur P, c'est-à-dire l'angle qu'il y a entre le vecteur P et le vecteur P'. Or ici, dans notre position d'équilibre stable, regardez bien les deux vecteurs. P est horizontal vers la droite et P' est horizontal vers la gauche. Ça veut dire que l'angle qu'il y a entre P et P', c'est bien l'angle qui est égal à pi. D'accord? Si vous ramenez P' parallèlement à P, pour regarder quel est l'angle qu'il y a entre P et P', vous voyez bien que c'est un angle qui vaut pi. C'est bon, on peut passer à la deuxième question. On va refaire exactement la même chose, mais à un autre point, qui est le point M2, qui se trouve cette fois sur l'axe X. Alors, on vous dit, on place le même dipôle faisant le même angle alpha avec la direction de P en M2. Le point M2 se trouve sur l'axe X. Alors, on refait tout. On va recalculer le champ. Puisqu'on n'est plus au même point, eh bien, on va recalculer les deux composantes du champ. On va calculer ER et Eθ. Alors, je vous rappelle, je remonte aux expressions. Hein. ER, c'est 2kp cosinus θ sur R à la puissance 3. Quand je suis au point M2, vous êtes d'accord que l'angle θ, qui est la coordonnée polaire du point M2, eh bien l'angle θ il vaut 0 puisque le point M2 se trouve sur l'axe X. Donc le segment OM2, le vecteur position OM2, il fait un angle, il est aligné avec mon axe X qui est mon axe qui me permet d'avoir l'angle θ égale 0. Donc quand je suis en M2, eh bien je suis à θ égale 0. Donc je regarde mes composantes. ER, c'est 2kp cosinus de 0, c'est-à-dire 1 sur R3. D'accord? Et Eθ, c'est kp sur R3, sinus de 0. Le sinus de 0, il vaut 0. Donc ça veut dire que cette fois, j'ai une composante radiale, mais je n'ai pas de composante transversale. Donc au point M2,
j'ai ER2 égale 2Kp sur R2 à la puissance 3, R2 étant le module du vecteur OM2, et Eθ est égal à 0. Alors, on refait tous les trois questions. Donc, on commence par chercher l'énergie potentielle du dipôle P'. Donc, on écrit que c'est moins le produit scalaire P'E2. Donc, c'est moins le module de P' par le module de E2 par le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Eh bien, on constate que l'angle qu'il y a entre P' et E2, bah, c'est l'angle alpha. Donc, il n'y a aucune transformation à faire. Tout à l'heure, l'angle, c'était pas alpha, c'était pi moins alpha. Alors, l'énergie potentielle, eh bien, cette fois, on trouve quelque chose de négatif. C'est moins 2Kp P' cosinus alpha. Enfin, c'est pas forcément négatif, mais il y a un signe moins. Ça dépendra, ça sera positif si le cosinus est négatif et ça sera négatif si le cosinus est positif. Donc, l'énergie potentielle, c'est moins 2Kp P' cosinus alpha sur le module de OM2 à la puissance 3. D'accord? On a juste remplacé module de P' par P', module de E2 par 2Kp sur OM2 à la puissance 3. D'accord? Comme, alors je vous rappelle que on avait une seule composante pour le champ, et c'est pour ça que le module de E2, c'est juste le module de cette composante, puisque l'autre n'existe pas. Si on avait eu deux composantes, il aurait fallu écrire que le module de E2, c'est la racine carrée de ER carré plus Eθ carré. Mais c'est pas le cas ici. On a une seule composante, donc le module du vecteur, c'est le module de cette composante. Alors, on obtient, pour alpha égale 30 degrés, eh bien, on obtient cette énergie potentielle. On vous demande de représenter le moment du couple de force, et bien cette fois, ça sera le produit vectoriel P' fois E2. Alors, toujours pareil, la règle de la main droite. Vous mettez votre main droite sur la direction et le sens de P'. Le vecteur P' doit vous sortir par les doigts. Vous fermez la main pour avoir la direction de E2. E2 doit vous sortir par les doigts. Et le pouce vous donne la direction et le sens du vecteur tau. Vous voyez bien que le vecteur tau, il est perpendiculaire au plan de l'écran et vers l'arrière de l'écran. Alors, le rond avec une croix, c'est la queue de la flèche que vous pouvez voir. Ça va? Alors, représentation du dipôle dans sa position d'équilibre stable. Eh bien, le dipôle va être dans une position d'équilibre stable quand son moment dipolaire P' est aligné avec le champ, comme le champ est horizontal vers la droite. Eh bien, le dipôle sera dans une position d'équilibre stable s'il est, lui aussi, horizontal et vers la droite. Alors, la justification, eh bien, la position d'équilibre stable correspond à une énergie potentielle minimale. Eh bien, je reviens pour garder la formule en rouge. EP2 égale à moins 2Kp P' cosinus alpha sur OM2, le module de OM2 à la puissance 3. La seule chose qui peut varier dans cette expression, qui peut donner un maximum ou un minimum, c'est le cosinus alpha. Donc, cette expression va être minimale quand le cosinus alpha va être égal à 1, c'est-à-dire que alpha égale 0. Oui, exactement. Saïd ou là, c'est exactement ça. C'est quand alpha 2 égale 0. C'est bon? Alors, on va pouvoir passer au... si vous avez des questions sur le dipôle, c'est le moment. Et après, on passe au théorème de Gauss. Oui. Ça dit, au fait là, vous êtes d'accord que c'est alpha égale 0? C'est bon? D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais savoir? Oui.
Bon, et ben on passe au théorème de Gauss alors. Alors, voilà, alors l'exercice 15, je voudrais savoir euh, si vous avez traité le cylindre comme application du théorème de Gauss en cours. Vous pouvez me le dire? C'est l'exercice 16. Si vous l'avez traité en cours, on passe à l'exercice suivant. Si vous l'avez pas traité en cours, on peut regarder ça. Quelqu'un me répond? Vous l'avez pas traité? Saadi Oufella, vous pouvez me répondre? Vous l'avez traité ou pas? D'accord. Ah, vous venez juste de commencer le théorème de Gauss aujourd'hui. Bon, d'accord. Vous n'avez fait aucune application? D'accord. Ok. Alors, bon, ben on va peut-être commencer par l'exercice 15, hein, si vous n'avez encore rien fait sur le théorème de Gauss. Alors, exercice 15, on vous demande de choisir la bonne réponse. Alors, vous avez vu en cours que le théorème de Gauss, c'est une méthode de calcul qui vous permet d'obtenir le champ électrique qui est créé par une distribution continue de charge. Alors, ça s'applique à des distributions qui présentent des symétries, mais ça va nous permettre d'avoir un calcul beaucoup plus rapide que de faire un calcul intégral, c'est-à-dire prendre un petit élément de charge, calculer son champ, ensuite intégrer pour couvrir la totalité de la distribution de charge. Vous vous rappelez que ça nous demandait déjà de regarder quelles étaient les symétries pour savoir s'il fallait calculer toutes les composantes du champ ou si la symétrie nous permettait de deviner la direction du champ et on avait une seule composante à calculer. Mais il y avait un calcul intégral à faire. Par contre, quand vous utilisez le théorème de Gauss, eh bien, il n'y a pas de gros calcul. J'ai pas compris votre question. Euh, alors, on a 0% d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas compris, Abdelmalek Lazli. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, je vous écoute. Activez votre micro et dites-moi ce que c'est que 0% d'énergie. Bon, bon. Alors, je disais donc que le théorème de Gauss permet de faire un calcul de champ d'une distribution de charge d'une manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile que de faire un calcul intégral. Alors, le théorème de Gauss, eh bien, pour pouvoir l'utiliser, on a besoin de définir ce qu'on appelle une surface de Gauss. Alors, je vous montre un petit peu les courbes. Bon, tout ça, c'est des choses que vous avez dû définir. Ce que c'est que la représentation d'une surface, le flux du champ électrique à travers une surface. Et vous avez vu que le flux, c'était le produit scalaire quand c'est une surface plane et un champ uniforme, c'est le produit scalaire ES. Maintenant, quand le champ est variable et que la surface est quelconque, la surface, alors le théorème de Gauss nécessite une surface fermée. On a besoin de calculer le flux du champ électrique à travers une surface fermée. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Gauss? Voilà l'énoncé du théorème. Il dit que le flux du champ électrique
à travers une surface fermée. Donc, vous voyez que la surface de Gauss, c'est la surface S. Alors, une surface fermée, c'est quoi? C'est une surface qui entoure un volume. Alors, par exemple, un cylindre, c'est une surface fermée. Une sphère, c'est une surface fermée. Un plan, ce n'est pas une surface fermée, puisque ça n'entoure pas un volume. Ça va, c'est clair ce que c'est qu'une surface fermée? Donc, le théorème de Gauss, il dit que quand vous calculez le flux du champ électrique à travers une surface fermée S, eh bien, le résultat de ce flux, ça sera la charge qui est enfermée à l'intérieur de cette surface divisée par epsilon 0. Alors, le epsilon 0, c'est le terme qui apparaît dans la constante K. Vous vous rappelez que K qui vaut 9, 10 puissance 9 dans la loi de Coulomb. Vous avez vu qu'on pouvait l'écrire aussi 1 sur 4 pi epsilon 0. Eh bien, c'est ce epsilon 0-là qui apparaît dans le théorème de Gauss. Alors, bon, ben, on revient à notre TD. Voilà. Alors, l'exercice 15, on vous demande donc de répondre aux questions, de cocher la bonne réponse. Soit une charge Q située à l'intérieur d'une surface fermée S. Le flux qui traverse cette surface, alors, dépend de sa position. Eh bien, vous avez dû voir ça en cours. Le flux ne dépend absolument pas de la position de la charge qui est enfermée dans la surface de Gauss. Le flux est nul. Eh ben non. Le flux a pour expression Q sur epsilon 0. Ben, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, c'est la réponse C qui était à cocher. Le flux a pour expression Q sur 4 pi epsilon 0, ben, la réponse D est fausse. Hein, donc, la bonne réponse, c'était la réponse C. Ensuite, question 2. Soit une charge Q située à l'extérieur d'une surface fermée. Alors, je vous rappelle que dans le théorème de Gauss, dans l'énoncé du théorème de Gauss, vous avez le flux qui est égal à la charge intérieure sur epsilon 0. Donc, si on vous dit que c'est une charge extérieure, on vous demande le flux qui traverse la surface si la charge se trouve à l'extérieur de la surface, eh bien, c'est que le flux est égal à 0. S'il n'y a aucune charge dans la surface de Gauss, eh bien, le flux à travers cette surface est égal à 0. Donc, c'est la réponse C. C'est bon? Alors, soit une sphère de rayon R, grand R, portant une charge volumique ρ. Bon, on fera cette question quand vous aurez vu les distributions sphériques, parce que il faut avoir fait les distributions sphériques pour pouvoir répondre à cette question. On va regarder déjà l'exercice 16. Alors, l'exercice 16, il dit quoi? On a un cylindre. Alors, on a un cylindre conducteur de longueur infinie, de rayon grand R, qui porte une densité superficielle de charge sigma. Alors, on a oublié de vous préciser dans l'énoncé que sigma est constante, c'est-à-dire que le cylindre est uniformément chargé en surface. Alors, petit a, par application du théorème de Gauss, calculer le champ E créé par cette répartition à l'intérieur et à l'extérieur du cylindre. Petit b, en déduire le potentiel électrique dans tout l'espace, sachant que le potentiel auquel est porté le cylindre est V0. Alors, on va au moins faire la question petit a. Alors, le théorème de Gauss, pour pouvoir l'appliquer, eh bien, on va l'appliquer en 5 étapes. Première étape, c'est comme quand on faisait le calcul direct du champ, on a besoin de connaître la direction du champ
à l'endroit où on cherche le champ. D'accord? Ensuite, on cherche, on choisit une surface de Gauss. On calcule le flux. On calcule la charge intérieure à la surface de Gauss. Et ensuite, on applique, cinquième étape, on applique le théorème de Gauss. Alors, on y va pour la direction du champ. On va essayer de deviner la direction du champ. Alors, je vais vous montrer un autre schéma. Voilà. Si on devait faire le calcul du champ au point M, alors je vous rappelle que le point M se trouve à la distance petit r de l'axe du cylindre. Vous voyez, l'axe, c'est ce que j'ai dessiné en pointillé. D'accord? Je vais réduire un petit peu. Voilà. Donc, l'axe est en pointillé. Le cylindre, imaginez un cylindre de longueur infinie. Alors, vous savez très bien que en réalité, le cylindre, il n'a pas une longueur infinie, mais on peut considérer qu'il a une longueur infinie si le point M se trouve à une distance petit r, très petite devant la longueur du cylindre. Alors, par exemple, si je prends un cylindre de hauteur, disons 1 mètre, d'accord, et que mon point M, je le mets à 3-4 cm de l'axe, eh bien, cette petite distance de 3 ou 4 cm par rapport à 1 mètre, je peux considérer qu'elle est très petite. Et à ce moment-là, ben, je peux considérer que la longueur du cylindre est infinie. Voilà. Alors, imaginons que notre cylindre soit de longueur infinie et que je cherche à savoir au point M quelle est la direction du champ. Alors, j'ai considéré ici que la charge était positive. Hein. C'est pour ça que j'ai des champs répulsifs. Alors, on fait quoi? Eh ben, on fait comme on avait fait quand on avait fait des calculs de champs directs. Eh bien, on prend un petit morceau du cylindre. Alors, comme il est chargé en surface, eh bien, on va prendre une petite surface que je vais appeler DS. Alors, vous regardez la surface, le petit rectangle en bleu. D'accord? C'est un petit carré qui va avoir pour surface DS, qui va porter une charge dQ égale sigma ds. Et je regarde quel est le champ qu'il donne au point M. Ce petit rectangle de surface ds qui est tellement petit que je peux le considérer comme une charge ponctuelle. Donc, je vais pouvoir trouver le champ comme j'ai l'habitude de le faire avec une charge ponctuelle. Alors, au point M, eh bien, ce petit rectangle que j'ai dessiné en bleu va donner un champ DE. D'accord? DE étant une partie du champ total. Alors, comme la longueur du cylindre est infinie, pour chaque petit rectangle DS, je vais pouvoir lui trouver un symétrique. D'accord? Par rapport au rayon qui passe par le point M. Le rayon que j'ai dessiné là en tiré, là où il y a écrit petit r et qui commence, alors le rayon qui commence sur l'axe du cylindre et qui va aller jusqu'au point M. D'accord? Alors, si je prends donc le symétrique de DS par rapport au rayon qui passe par le point M, eh bien, je trouverai le petit rectangle de surface ds'. Alors, j'ai pris un symétrique, donc ds' est égal à ds. Ça veut dire que la charge dq' sera égale à dq. La distance étant la même, eh bien, je vais obtenir un champ DE' qui sera symétrique de DE par rapport à ce rayon. Alors, si je fais la somme déjà, sans aller plus loin, si je fais la somme de ces deux vecteurs, ben vous voyez bien que leurs composantes horizontales sont les mêmes et que leurs composantes verticales, celle du champ en bleu DE, elle est vers le bas et celle de DE' qui est en rouge, elle va être vers le haut. Ce qui fait que quand vous faites la somme
des composantes 2 par 2, vous allez avoir DEX plus DE'(x) et vous n'aurez pas de composante suivant l'axe OY puisque DEY est vers le bas et que DE'Y est vers le haut et qu'ils ont même module. Donc ça veut dire que le champ, la somme de ces deux champs est horizontale et orientée vers l'extérieur. D'accord? Et on va généraliser ça à tous les petits carrés qu'on peut définir sur le cylindre. Chacun aura son symétrique. Chacun va donner un champ qui sera symétrique du champ du premier. Et au bout du compte, quand vous faites la somme de tous ces petits champs, eh ben vous allez trouver un champ qui a la direction radiale. C'est-à-dire la direction du rayon qui part de l'axe du cylindre pour aller vers le point M. Est-ce que c'est bien clair, cette histoire de direction radiale? Ça va? Alors, je reviens, d'accord? Alors, je reviens à mon exercice. Donc, on vient de démontrer que la direction est radiale. Alors, c'est toujours pareil, hein? C'est comme quand on faisait le calcul direct. Il faut toujours chercher des éléments de symétrie pour pouvoir deviner quelle est la direction du champ. Voilà. Alors, ensuite, il faut qu'on choisisse une surface de Gauss. Alors, la surface de Gauss, ça doit être une surface qui passe, d'abord, ça doit être une surface fermée. Il faut qu'elle passe par le point M et il faut, si possible, qu'elle ait un petit peu la même symétrie que la distribution de charge. Alors, ce qui se prête le mieux ici à une distribution cylindrique, eh ben, c'est que la surface de Gauss, ça soit la surface que j'ai dessinée en pointillé, c'est-à-dire que ça sera un cylindre qui aura le même axe que le cylindre chargé, qui aura pour rayon petit r et qui aura une hauteur. Alors, parce qu'il doit être fermé, ça doit être une surface fermée. Donc, je lui donne une hauteur h et puis on verra après s'il fallait faire une supposition sur cette hauteur ou si la hauteur importe peu. On verra ça tout à l'heure. D'accord? Alors, j'ai dessiné les deux situations. On vous a dit qu'il fallait faire ça si petit m est à l'intérieur du cylindre ou si petit m est à l'extérieur du cylindre. Alors, je répète encore une fois. Ce que j'ai dessiné en trait plein, c'est le cylindre qui est chargé. D'accord? Il a un rayon grand R. Ce que j'ai dessiné en pointillé, c'est la surface de Gauss. D'accord? Donc, si le point M se trouve à l'intérieur du cylindre chargé, eh bien, ça sera un cylindre de rayon petit r inférieur à grand R. Donc, la surface de Gauss va se trouver à l'intérieur du cylindre. Et si le point M se trouve à l'extérieur du cylindre chargé, eh bien, la surface de Gauss, ça sera un cylindre de hauteur h, de rayon petit r supérieur à grand R, d'accord? Et qui va, en quelque sorte, entourer le cylindre chargé. C'est bon? Alors, vous remarquerez que le cylindre, la surface de Gauss, donc le cylindre en pointillé, eh bien, je peux décomposer un cylindre en trois parties. La base du haut, que j'ai appelée S1, la base du bas, que j'ai appelée S2, et la surface latérale, celle qui fait le tour du cylindre, que j'ai appelée S3. C'est bon? Alors, on va maintenant, troisième étape, calculer le flux. Alors, je vais... calcul du flux. Voilà. Alors, j'ai représenté le cylindre de tout à l'heure.
D'accord? Donc, le cylindre de longueur infinie, de rayon grand R. Et j'ai dessiné la surface de Gauss, qui est donc un cylindre de rayon. Ici, j'ai dessiné la situation où le point M se trouve à l'extérieur. Donc, petit r supérieur à grand R. Et je regarde quel est le flux à travers ce cylindre qui est une surface fermée et qui passe par le point M. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, comme la surface, c'est S1 plus S2 plus S3, eh bien, le flux, je vais écrire que c'est la somme de trois termes. Le flux phi1 à travers la surface S1, le flux phi2 à travers la surface S2 et le flux phi3 à travers la surface S3. Alors, voilà donc la somme des trois flux et j'écris que le flux phi1, eh bien, c'est la somme à travers S1 de tous les flux élémentaires E ds. Alors, on va regarder un flux élémentaire, d'accord? Un flux élémentaire, c'est quoi? C'est le flux à travers une petite surface, un tout petit carré de surface ds. Alors, vous avez vu que chaque surface ds, chaque petit morceau de la surface est représenté par un vecteur qui est perpendiculaire à cette surface. Alors, je vous rappelle que j'ai la situation suivante. Hein. Voici mon cylindre, d'accord? Donc, j'ai cette base et j'ai la surface latérale. Alors, je suis en train de regarder ce qui se passe sur la base du haut, d'accord? Alors, vous regardez comment sont orientés les vecteurs. Alors, la surface du haut, c'est un plan horizontal, c'est un disque, c'est un plan qui a la forme d'un disque horizontal. Donc, chaque vecteur ds, qui doit être perpendiculaire au petit carré, va être suivant la verticale. Or, le champ, on a trouvé qu'il avait la direction radiale, c'est-à-dire qu'il est horizontal. Alors, quel que soit le point que vous allez prendre à la distance petit r de l'axe, eh bien, vous allez avoir la direction du champ qui sera la direction radiale, qui sera la direction qui va de l'axe du cylindre vers le point en question. Ici, j'ai dessiné le point M à droite, mais le point M aurait pu se trouver à gauche, il aurait pu se trouver devant, il aurait pu se trouver derrière, d'accord? Tous les points qui sont sur le cylindre de rayon petit r se trouvent à la même distance petit r de l'axe du cylindre. Donc, tous ces points-là sont équivalents au point M. D'accord? Alors, je regarde maintenant le flux à travers la surface S1. Je sais que tous les ds vont être verticaux et vers le haut. Et tous les vecteurs E vont avoir la direction radiale, quel que soit l'endroit où vous vous placez sur la base S1. Eh bien, le champ E, il aura la direction radiale, ça veut dire qu'il a la direction horizontale. Donc, quand vous faites le produit scalaire E ds, eh bien, vous obtenez 0. Je reviens à mon flux phi1. Donc, j'écris que phi1 est égal à la somme sur toute la surface S1 des flux élémentaires EDS. Comme E est perpendiculaire à ds, quel que soit ds sur toute la surface S1, eh bien, je vais avoir le flux phi1 qui va être égal à 0. Et on peut faire exactement le même raisonnement pour le flux phi2. Le flux phi2, c'est le flux à travers la surface S2. Vous avez ds qui est vertical vers le bas. Alors, pourquoi vers le bas? C'est parce que sur une surface fermée, tous les ds doivent être orientés vers l'extérieur. Donc, sur S1, tous les ds étaient vers le haut. Sur S2,
il faut que ce soit vers l'extérieur du cylindre, donc ça sera vers le bas. Le vecteur E à la direction radiale, eh bien ici aussi, E est perpendiculaire à DS, ce qui fait que tous les petits flux EDS sur toute la surface S2 seront tous nuls. Et quand vous faites la somme d'un très grand nombre de termes qui sont tous nuls, eh bien vous obtenez au total un flux qui est nul. Donc phi2 est également égal à 0. C'est bon? Alors, maintenant, le flux phi3, eh bien le flux phi3, ben, c'est la somme de tous les flux EDS. Alors, sur la surface latérale, vous avez le champ qui est radial, mais vous avez aussi tous les vecteurs DS. Quand vous imaginez votre surface latérale, je vais faire un petit dessin. Voilà. Alors, voici mon cylindre. Est-ce que vous voyez bien le petit carré que j'ai dessiné ici? C'est bon? Alors, le vecteur qui va le représenter, ce petit carré, c'est obligatoirement un vecteur qui est perpendiculaire à la surface. Donc, vous voyez votre petit carré, son DS va être perpendiculaire au petit carré. Si votre DS est ici, eh bien son DS va être comme ça. S'il est sur le côté, voici son DS. Vous voyez où je veux en venir, c'est que... Ah, vous voyez pas. Je vais essayer d'utiliser du feutre fluo, je reviens. Alors, est-ce que vous voyez le petit carré maintenant? Qu'est-ce qui m'avait dit qu'elle ne le voyait pas? C'est bon? Voilà mon cylindre. C'est bon? Voilà. Alors, si vous cherchez, je le mets dans la même situation que sur le dessin. Je vais mettre mon petit carré sur le côté, d'accord? Et je cherche le vecteur qui le représente. Je vous rappelle que chaque petit carré est représenté par son vecteur DS qui doit être perpendiculaire au petit carré. Donc j'ai pris un carré suffisamment petit pour pouvoir le considérer comme un plan, hein. Donc il va être représenté par un vecteur qui est perpendiculaire à ce plan, donc perpendiculaire au petit carré. Donc ici, voici, je le représente par mon stylo, je le tourne un peu, voilà le vecteur DS. Ça va? Je fais tourner mon cylindre, quel que soit le petit carré que vous allez prendre, eh bien le vecteur DS, vous remarquez qu'il a toujours la direction du rayon. Ce qui fait que le champ étant radial, le DS étant radial aussi, il a la direction du rayon, et ben ça veut dire que à n'importe quel endroit sur cette surface latérale, et ben vous avez E et DS qui sont des vecteurs parallèles. Donc ça va nous simplifier le calcul du produit scalaire EDS. Alors j'écris donc que phi3, c'est la somme sur S3 de tous les flux élémentaires. Je fais la somme des flux élémentaires EDS. Chacun des flux élémentaires, le produit scalaire EDS, eh bien, il est égal au module de E par le module de DS, d'accord, par le cosinus de 0, puisque ce sont des vecteurs qui ont tous les deux la direction radiale, quel que soit le DS. Et je vais pouvoir écrire donc que c'est la somme sur S3 du module de E par le module de DS. Or, il se trouve que tous les points qui se trouvent sur la surface latérale, tous ces points sont équivalents, ils se trouvent à la même distance de la charge, d'accord? Puisque
La surface de Gauss, c'est un cylindre qui a le même axe que le cylindre chargé. Donc, quand vous regardez, chaque point de cette surface de Gauss se trouve à la même distance de la charge, à la même distance du cylindre chargé. Donc, ça veut dire que le champ, il a la direction radiale, ça tout le monde est d'accord, mais il a en plus le même module en tout point de la surface de Gauss. Ce qui fait que mon module de E, ben, j'ai pu le sortir de l'intégrale. J'écris donc que phi3 c'est égal au module de E par la somme sur S3 de tous les modules de ds. Or, le module du vecteur ds, eh bien, c'est la valeur de la surface du petit carré. C'est-à-dire que quand je fais la somme sur S3 de la surface, de la somme, je fais la somme sur S3 de toutes les petites surfaces de tous les petits carrés, eh ben, j'obtiens au total la surface S3. Alors, qu'est-ce que c'est que la surface S3? Ben, si vous déroulez, je vous ai montré ma surface latérale tout à l'heure, je la déroule, j'obtiens quoi? Eh ben, j'obtiens un rectangle qui aura pour hauteur h et pour largeur, eh bien, la circonférence du cercle, c'est-à-dire 2pi multiplié par petit r. Est-ce que c'est clair, ça? Que la surface S3, c'est 2pi r multiplié par h. Ça va? D'accord. Alors, on passe à l'étape suivante. Je reviens à notre TD. Donc, on est arrivé ici au calcul du flux. Donc, phi égale phi3 égale au module de E par 2pi RH. Et je vais maintenant chercher la charge intérieure à la surface de Gauss. Alors, il faut bien regarder, dans les deux cas, si R est inférieur à grand R, eh bien, la surface de Gauss qui est en pointillé, vous voyez bien qu'elle n'entoure aucune charge. Donc, je vais dire que la charge intérieure est égale à 0. C'est bon? Par contre, si le point M se trouve à l'extérieur du cylindre chargé, donc petit r supérieur à grand R, eh bien, vous voyez bien qu'il y a une partie du cylindre chargé qui va se trouver enfermée à l'intérieur de cette surface de Gauss. Je vous rappelle que la surface de Gauss, c'est en pointillé et le cylindre chargé, c'est en très plein. D'accord? Alors, quelle est la partie de la charge qui est enfermée dans la surface de Gauss? Eh bien, c'est la hauteur h que j'ai dessinée là en rouge. C'est la partie du cylindre de hauteur h qui se trouve entourée par la surface de Gauss. Ça va? Alors, c'est le cylindre est chargé sur la surface latérale. Donc, j'écris que la charge, c'est sigma multiplié par la surface latérale du cylindre qui est en rouge. Alors, sa hauteur, c'est h. Et sa largeur, eh ben, c'est 2pi grand R, puisque c'est un cercle de rayon, le cylindre, il est de rayon grand R. D'accord? Donc, Q intérieur, c'est sigma multiplié par 2pi grand R, H. Alors, on va à la dernière étape. Application du théorème de Gauss. Eh bien, on écrit que phi, le flux, est égal à la charge intérieure sur epsilon 0. Et ben, on sépare les deux cas. Pour R inférieur à grand R, on a trouvé que la charge intérieure était égale à 0. Donc, j'ai E multiplié par 2pi RH égale 0 sur epsilon 0. La seule possibilité pour que cette équation soit vraie, c'est que E soit égal à 0. De l'autre côté, quand petit r est supérieur à grand R, donc quand le point M se trouve à l'extérieur du cylindre chargé, eh ben, j'identifie. J'écris que phi, c'est E multiplié par 2pi RH, c'est ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Et à la place de la charge intérieure, je vais mettre ce que je viens de trouver, c'est-à-dire sigma multiplié par 2pi grand R H sur epsilon 0. Alors, vous voyez bien que le terme
2πh se retrouvent des deux côtés. Donc, ça voulait dire que la hauteur h n'avait aucune importance. Il n'y avait aucune hypothèse à faire dessus. Et le module du champ va être égal à sigma r sur epsilon 0 petit r. Voilà. On va s'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez qu'on revoie la prochaine fois? Est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas très claires? Je vous écoute. C'est bon, c'est clair? Bon, et ben alors c'est bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. D'accord.